également le représentant de la société immobilière camerounaise, qui est conseiller public. Nous avons le représentant de l'agence de promotion d'investissement, qui est là. Nous avons vraiment, c'est le souhait, le vœu que nous portons, que notre diaspora soit prise en compte, parce que c'est des gens qui ont étudié chez nous, qui ont appris beaucoup de choses, qui ont des connaissances, et qui peuvent, dans la relation, apporter de part et d'autre. Donc je pense que, et nous avons l'une des meilleures diasporas, c'est pas par chauvinisme que je le dis, mais nous avons l'une des meilleures diasporas d'Afrique, la diaspora camerounaise, et nous pensons que nous apportons beaucoup. Et ils peuvent également permettre au Cameroun, aux Camerounais, de mieux vous connaître, de mieux connaître le peuple belge, parce que, ayant vécu ici, ils peuvent jouer cette interface-là. Mais c'est important pour vous de travailler avec eux, de les mettre. Quand il y a des missions économiques, vous prenez nos enfants qui sont ici, qui viennent. On les ouvrira beaucoup plus la porte à eux, qui viennent frapper la porte de chez eux, et nous leur ouvrons la porte, ils feront entrer leurs partenaires. Et je pense que ça renforce ça davantage la relation, éviterait qu'on ait parfois des problèmes de malentendus, qu'on perçoit parfois ailleurs, pas avec vous, mais dans vos pays, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes entre ces pays et l'Afrique, tout simplement parce qu'il manque ce relais-là, ce lien. Il faut bien le faire. Et donc voilà, je pense que, et sur le plan économique, il y a beaucoup d'incitations, il y a des mesures incitatives que l'État a eu à prendre pour encourager les entreprises qui viennent. Et donc je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, je suis passé. Merci, afin de leur apporter les informations critiques sur le pays, également leur expliquer toutes les opportunités qu'offre le pays en termes d'investissement, et également rencontrer les investisseurs belges qui sont intéressés par le Cameroun. J'ai entendu que la Belgique est un pays ami, de très longue date. Nous avons de très bonnes relations avec d'État à État avec la Belgique et même de citoyens, parce que le pays a formé beaucoup de Camerounais. Et beaucoup sont installés ici, font leur vie tranquillement, n'ont pas de problème. Donc, moi-même, je connais votre pays parce que j'ai été très longtemps à Paris et je venais souvent ici. Donc, c'est un pays accueillant et nous sentons des écosystèmes bien ici. Donc, le but de cette mission, c'est déjà rencontrer aussi des partenaires, des investisseurs belges qui sont allés au Cameroun, et dans le but, in fine, de renforcer la relation d'amitié, de collaboration, de coopération entre les deux pays. Nous étions à Paris, notre mission a démarré à Paris le 8 avril, où nous avons rencontré des partenaires qui exercent, qui ont des activités très intéressantes. Nous avons été à l'Assemblée nationale française, où nous avons été de l'accueil également, et nous avons rencontré les Camerounais sur 3 jours. Et là, nous sommes à Bruxelles depuis le 13. Et nous étions à la chambre des élus de Wallonie avant-hier. Et nous avons rencontré, nous avons été également très bien accueillis. Nous avons assisté d'ailleurs à leurs travaux. Pendant pratiquement presque un temps là-bas. Hier, nous avons entamé la visite, la rencontre avec nos compatriotes. Nous avons continué aujourd'hui, cet après-midi. Et notre mission se terminera demain à Anvers, parce que nous avons pour Anvers, tout dans le passage toute la journée là. Et le plaidoyer que je peux faire, c'est que nous souhaitons que vous également vous poussez, vous serez au Cameroun, nous serons très heureux de vous accueillir pour ces divisions. Nous avons d'ailleurs accueilli le misérable de Faro quand il est passé il y a 2 ans. Nous ferons la même chose si votre emploi du temps le permet. Et nous souhaitons également que lorsque nous parlons d'habitude, vous essayez de voir, parce que nous avons des secteurs qui nous intéressent beaucoup plus. Il y a le ramasser le traitement des ordures. Je sais que vous avez une bonne expérience là-dedans. Nous avons des difficultés dans ce secteur. Le ministre de l'Habitat m'a demandé de voir en Belgique si on peut trouver des sociétés qui seraient intéressées de nous accompagner dans ce défi-là. Nous avons également
des problèmes d'électricité chez nous. Nous avons au niveau des communes la volonté de travailler avec les communes belges, parce que vous avez une expertise dans l'intercommunalité. Le fait que les communes d'un département se mettent ensemble pour adresser des sujets dont un seul ne peut pas. Nous souhaiterions que les communes belges renforcent leur collaboration avec les communes au Cameroun. Les communes camerounaises sont devenues aujourd'hui des pôles d'investissement, et même pour vos entreprises, les petites entreprises peuvent également venir. Nous avons au niveau du crédit foncier cette banque qui fait un travail formidable, qui finance le logement social et qui finance également l'immobilier. Nous voulons que si vous avez, certainement que vous l'avez dans votre pays, des entreprises qui font dans le même secteur, nous souhaiterons qu'il y ait une collaboration entre les deux entités. Idem pour la société immobilière camerounaise, qui est le premier bailleur au Cameroun, qui conçut des logements. Nous souhaiterions également que s'il y a des entreprises qui font dans ce secteur-là, dans le logement ici, qu'ils puissent aussi se mettre en contact et pouvoir travailler pour renforcer ces synergies-là. Il en est de même pour les deux ports, le port de Douala et le port de Kribi. Nous avons, comme gestion à la Chambre des élus de Wallonie, nous avons rencontré le directeur du port de Namur, qui s'est présenté et qui a souhaité travailler avec eux. Nous irons en Bex et nous souhaitons également que, dans le cadre de cette dynamique-là, que nous voyons comment est-ce qu'on pourrait renforcer. Il y a quoi d'autre? Des entreprises privées. Nous avons des entreprises privées. Nous avons au Cameroun des jeunes qui font dans la cybersécurité, des jeunes qui font dans les solutions technologiques et informatiques. Nous avons des jeunes qui font dans l'intelligence artificielle, très brillants. J'ai vu à Paris comment on les sollicitait. Nous souhaitons également qu'ils puissent rencontrer des jeunes ici, afin de pouvoir pousser. Nous avons également le ministère du domaine du cadastre des affaires foncières qui souhaiterait rencontrer l'administration qui s'occupe de ça pour un échange d'expertise, un échange d'expérience, pour voir comment est-ce que nous nous y prenons pour régler ces genres de sujets. Donc voilà, en fait, nous sommes désireux de travailler avec vous. Nous faisons le plaidoyer pour que je sais que la Belgique fait déjà suffisamment pour l'ancien ambassadeur qui était au Cameroun, qui est parti il y a quelques mois. De cela fait beaucoup de bon travail. Je sais que la Belgique est désireuse et fait beaucoup de choses au Cameroun. Nous sommes preneurs. Le Cameroun, vous venez au Cameroun, le Cameroun, c'est le poumon de l'Afrique centrale. Et le Cameroun, c'est un État stable, malgré quelques difficultés que nous avons eues avec Boko Haram qui sont aujourd'hui en train d'être résolues, et la crise anglophone qui aujourd'hui est devenue résiduelle. Ce n'est plus ce qui était. Nous avons à la tête du pays un chef d'État qui a de l'expérience dans ce monde un peu turbulent, dans ce monde où chaque matin on se lève avec une nouvelle catastrophique pour tout le monde. On a besoin de stabilité, on a besoin de personnes d'expérience. Et je crois que le Cameroun et le peuple camerounais est dynamique. Nous avons un secteur privé fort, nous avons des bonnes caisses, des bonnes lois, nous avons tout pour permettre à vos entreprises de pouvoir se mouvoir. Et nous, parlementaires, nous sommes à côté pour accompagner, ils ne seront pas seuls. Nous sommes prêts à accompagner, vous avez à l'ambassade, notre ambassadeur doyen des postes diplomatiques ici, il est très ancien, depuis des années, il connaît bien ce pays, il a été très bien adopté dans ce pays. L'ambassade également est là pour vous accompagner. Comme vous l'avez indiqué, nous sommes des pays amis, et donc je pense qu'on peut augmenter notre collaboration. Donc moi, mon souci comme président, c'est d'essayer d'accroître les relations, les contacts, les échanges entre le Cameroun et la Belgique, par le biais de rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui, mais aussi d'échanges parlementaires. Je crois beaucoup que les parlementaires doivent se connaître, apprendre à se connaître, se parler, et donc se rencontrer. Donc probablement qu'on lancera très vite une invitation à l'égard du Cameroun par rapport à une visite. Et dans ce cadre-là, bien entendu,
J'ai pris note de quelques éléments, puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Quand j'irai au Cameroun moi-même, j'essayerai de compléter cette liste pour justement vous accueillir dans de bonnes conditions, pour vous faire rencontrer des personnes qui peuvent vous intéresser en fonction des défis qui sont les vôtres. Parce que parfois, on fait un programme, il n'est pas toujours adéquat et adapté aux besoins, on croit que, mais l'idéal c'est quand même de savoir ce que sont vos besoins pour pouvoir adapter évidemment à cela. Et donc voilà, merci en tout cas de cette présentation et de ces explications, qui nous permettront donc de poursuivre, d'avancer, parce qu'effectivement, dans toute une série de domaines, comme vous l'avez indiqué, la Belgique a développé de nombreux produits. Vous avez évoqué comme un des premiers points toute la problématique des déchets. On a quand même un système relativement élaboré de ramassage des déchets, de tri de déchets, de recyclage des déchets, avec un système notamment en Wallonie de parc à conteneurs. Donc dans chaque petite commune, vous avez un centre de tri, de sélection des déchets. C'est le genre de choses qu'on peut vous faire visiter, les centres de tri, de recyclage. Donc on a une multitude de possibilités. Donc dans ce cadre-là, effectivement, pas cette fois-ci, mais à une autre occasion, on peut vous mettre en contact avec des représentants des intercommunales. Vous avez évoqué aussi le fait de partenariat entre communes, etc. Nous avons un bon réseau en matière économique, en matière de déchets, de gestion de l'eau ou d'autres activités. Donc tout ça, évidemment, on peut vous le présenter et vous faire part de notre expérience. Alors on ne dit pas que c'est la meilleure solution, le meilleur fonctionnement du monde, mais je crois que ça nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques. Et en fonction de ce qu'il fait, ben, ça peut vous donner des idées qui seront bien entendu adaptées à vos spécificités, parce que chaque pays, je dirais, a des spécificités, et donc on ne peut pas transposer un modèle. Il n'y a aucun modèle qui est intégralement transposable quelque part, bien entendu, mais en tout cas ça peut inspirer. Donc si on peut vous inspirer modestement, ce sera évidemment avec grand plaisir. Peut-être un mot, puisqu'on est dans l'institution, je dirais, centrale de notre pays, le Parlement fédéral, peut-être un mot sur le fonctionnement politique belge, parce que c'est compliqué. Nous sommes dans un pays excessivement compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu d'informations à ce sujet-là, mais il y a de multiples parlements et de multiples gouvernements. Donc, on a au niveau central un État fédéral qui a deux assemblées, la Chambre des députés et aussi le Sénat. Donc, mon ami Gaëtan donc, est sénateur. Il y a 150 députés qui représentent l'ensemble du pays. Et l'ensemble du pays, comme vous le savez, on a 3 langues différentes. La langue germanophone, germanique est quand même, je dirais, parlée par peu de monde, puisque effectivement c'est quelques dizaines de milliers de personnes, c'est quelques petites communes à l'est de la Belgique, mais la majorité des personnes qui s'expriment en néerlandais, en flamand, ce sont des flamands, donc ils représentent 88 députés, pour vous donner une idée, sur 150, et les 62 autres, ce sont des députés francophones. En gros, c'est le sud du pays et Bruxelles. Bruxelles qui a un statut spécial, mais j'ai un spécialiste à côté de moi qui pourra approfondir si vous le souhaitez, qui est une région bilingue, mais essentiellement composée de francophones, même si c'est situé géographiquement, entre guillemets, en Flandre en quelque sorte. Et donc, notre pays fonctionne avec des régions et des communautés. Parfois, la région et la communauté sont fusionnées, c'est le cas en Flandre, mais du côté francophone, ce n'est pas fusionné. Ce qui signifie qu'un parlementaire comme Gaëtan siège dans 2, voire 3 assemblées. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a le député wallon, le député bruxellois de base, qui est aussi un député communautaire, c'est-à-dire qui siège avec les francophones de Belgique. Et certains d'entre eux sont choisis par leur parti pour faire partie du Sénat. Comme Gaëtan l'a expliqué, le Sénat est composé d'élus régionaux, bruxellois et wallons, flamands, germanophones. Je ne sais pas s'il y en a un seul. Et donc, le Sénat, l'objectif, c'est d'avoir des élus, je dirais, de toutes les entités fédérées, pour représenter les entités fédérées. Pour être honnête, une question se pose maintenant sur la survie du Sénat. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tranché, mais qui est en tout cas un point de discussion. Au niveau donc de la Chambre, comme je vous l'ai dit, on a 150 députés qui représentent évidemment l'ensemble du pays.
la Belgique est subdivisée en 10 provinces. Et donc, on retrouve donc une assemblée à Namur pour le Parlement wallon. Vous êtes allés, si j'ai bien compris. On a une assemblée à Bruxelles, le siège Gaëtan. On a une assemblée à Bruxelles qui prend les francophones de Wallonie et de Bruxelles. On a une assemblée germanophone pour les quelques personnes qui parlent la langue allemande. On a une assemblée flamande. On a le Sénat, on a la Chambre. Il y a même encore quelques petites spécificités sur Bruxelles, mais je ne sais pas si je dois l'aborder pour ne pas vous noyer, mais en tout cas, si vous avez une question spécifique sur l'organisation de Bruxelles, je céderai plutôt la parole à quelqu'un qui en est le spécialiste. Mais à Bruxelles, comme on parle de langue, il y a aussi des assemblées où on est parfois entre francophones, ou parfois francophones néerlandophones, ou rien qu'entre néerlandophones. Voilà. Donc on a, c'est le résultat d'une évolution, je dirais, sur plusieurs dizaines d'années, qui donne un résultat évidemment complexe. Alors vous allez me dire, il y a des sous-députés, il y a des fédéraux, et puis des députés. Non, en fait, ils ont tous la même valeur, si vous voulez. La différence, c'est les matières traitées. Donc ici, au fédéral, on parle de quoi? On parle de défense, on parle de soins de santé pour certains éléments, hôpitaux et compagnie, remboursement, l'accès aux soins de santé, on parle de pension, on parle de police, de pompiers, je dirais des matières régaliennes. Et les régions, alors, elles parlent plutôt, je dirais, d'emploi, même s'il y a encore un département emploi au fédéral, parce que parfois c'est pas tout à fait clair, en tout cas chacun a ses responsabilités, mais tout ce qui est tourisme, tout ce qui est agriculture, sport, enseignement, etc., tout ça est réglé par les régions. Donc avec un gouvernement, avec des ministres. Donc ici, et c'est pas toujours facile de l'expliquer, mais si vous venez en visite officielle en Belgique et que vous voulez parler enseignement, ce n'est pas une compétence fédérale. On devra vous envoyer, je dirais, ailleurs que probablement. Donc il n'y a pas une centralisation comme on le retrouve dans votre pays ou dans d'autres pays, ce qui rend les choses parfois plus compliquées, mais bon, en Belgique, on s'est habitué à ce type de fonctionnement. Donc ça signifie par exemple que pour l'enseignement, il y a des règles qui touchent les germanophones, des règles qui touchent les francophones et des règles qui touchent les néerlandophones. Donc un enseignant n'est pas payé nécessairement de la même manière. Les enfants n'ont pas nécessairement les mêmes congés scolaires. C'est le cas pour le moment. Nous sommes pour le moment en congé de Pâques, donc le Parlement est fermé. Il n'y a pas de séance parlementaire, c'est le congé de Pâques. Mais du côté francophone, ce n'est pas encore le congé, puisqu'on a modifié, je dirais, le calendrier scolaire en respectant mieux les rythmes scolaires, et donc les congés, c'est toutes cette semaine, et donc c'est la semaine prochaine, la semaine Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà. Tout ça pour vous donner un petit peu une petite explication dont les choses fonctionnent. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter certains éléments. Oui, nous sommes 60 sénateurs, et donc c'est vrai que au travers évidemment du Sénat, les entités fédérées peuvent également se pencher sur un certain nombre de questions qui les concernent, questions internationales, mais aussi évidemment tout ce qui est en lien avec les lois spéciales, la Constitution. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un sénateur prévu dans la Constitution germanophone, pour qu'il y ait quand même la possibilité que ces toutes petites entités puissent évidemment avoir son mot à dire sur les éléments fondamentaux du fonctionnement du pays. Mais comme l'a dit mon collègue, il y a une fragmentation donc des attributions, et ce qui fait d'ailleurs qu'un certain nombre de questions, par exemple la question des déchets, etc., les questions environnementales, c'est davantage aujourd'hui les régions qui les gèrent, avec forcément des spécificités, aussi des règles communes. Donc voilà, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut parce qu'il y a évidemment encore un certain nombre de règles communes. Et donc, voilà, l'intercommunalité, ce sont évidemment aussi des choses qui sont évidemment organisées entre les communes, mais dont un certain nombre de règles dépendent des régions. Donc, le pouvoir de tutelle sur les communes, c'est évidemment en partie, en tout cas, les régions. Donc, à l'heure actuelle,
Donc, les questions en lien avec la vie de tous les jours des habitants, l'aménagement du territoire, l'environnement, l'agriculture, etc., sont en fin de compte davantage dans les mains des entités fédérées, c'est-à-dire les régions, et voilà. Et les questions d'ordre plus transversal et régaliennes restent au sein du pouvoir de la Constitution, etc., enfin, les lois fondamentales, dans les mains donc, du pouvoir central, du pouvoir fédéral, comme on dit. Donc mon collègue l'a dit, Bruxelles est finalement la seule région officiellement bilingue du pays. Alors voilà, quelques accommodements qui peuvent exister par rapport aux autres langues ici et là, mais en tout cas c'est la seule région qui est officiellement bilingue. Il y a à peu près 1 200 000 habitants sur 162 km² qui représentent donc les 19 communes qui représentent la région de Bruxelles-Capitale, qui est à la fois la capitale évidemment de la Belgique, la capitale de l'Europe, le siège de multiples institutions internationales, à commencer par l'OTAN, et donc elle est nettement majoritairement francophone, à peu près 90%, mais comme il y a une minorité néerlandophone et que c'est aussi la capitale, les néerlandophones donc, ont des droits équivalents donc, aux francophones, ou à peu près équivalents aux francophones en tout cas, dans la réalité concrète des choses, qui fait que les institutions publiques se déroulent de façon bilingue, comme d'ailleurs aussi au Parlement fédéral, puisque c'est un État bilingue. Donc voilà, donc l'ensemble des travaux au Parlement bruxellois, par exemple, se déroulent dans les deux langues, même si de facto, forcément, quand vous avez une très nette majorité de francophones, on a tendance évidemment à parler plus volontiers français. Mais voilà, il y a donc cet élément de bilinguisme qui a amené à donc une complexité assez importante, malheureusement, des institutions bruxelloises. Là aussi, on réfléchit à comment faire évoluer cela, mais ce n'est pas simple parce que, évidemment, chacun veut pouvoir évidemment garantir à sa communauté les droits nécessaires. Mais voilà, on est évidemment à Bruxelles, puisque vous y êtes là maintenant dans une région donc, qui a un statut particulier et qui fait un peu le trait d'union finalement entre les différentes parties du pays, puisque ces dernières années, il faut bien le reconnaître, la tendance a été néanmoins au renforcement des attributions données aux entités fédérées, singulièrement aux régions. Et donc aujourd'hui, les régions ont de très larges pouvoirs en termes de compétences et d'organisation. Ce qui fait évidemment, comme l'a dit mon collègue, qu'il y a progressivement des spécificités qui se font jour, et donc certaines règles ne s'appliquent plus de la même façon au nord et au sud du pays. Et donc évidemment tout l'enjeu qui est le nôtre, c'est comment permettre une large autonomie des territoires sans pour autant effectivement vivre dans des États qui n'auraient plus grand-chose, enfin des territoires qui n'auraient plus grand-chose les uns avec les autres. Et donc c'est une recherche d'équilibre qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. Jusqu'où faut-il aller pour permettre une autonomie et une certaine forme de proximité avec les populations, et de l'autre, comment garder aussi une certaine forme de cohérence dans un État qui est effectivement petit de taille, mais relativement dense en population, surtout dans le pays un peu moins au sud. Et donc voilà, un État, comment pourrais-je dire, marqué par l'histoire, puisque finalement c'est les populations germaniques et les populations latines qui nous en formons en quelque sorte la frontière historique, et donc comment on peut effectivement faire cohabiter un certain nombre de populations qui peuvent, pour des raisons culturelles et historiques, avoir parfois des points de vue sur certains sujets différents. Voilà. Nous avons évidemment connu des crises politiques, et il n'y a jamais eu, en tout cas dans notre pays, de véritables événements de violence, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, par rapport
à ces divergences de vues. Donc une complexité, mais une complexité qui a néanmoins garanti une relative paix civile. Voilà. Monsieur le Président, si je pouvais ajouter quelques mots. Merci beaucoup. Voilà, c'est quelques éléments. Je ne sais pas par quoi vous êtes particulièrement intéressé, mais je pense que maintenant on a toute liberté de poser toutes les questions qu'on souhaite. Donc, on a commencé le Sénat en 2013. Depuis sénateur depuis 2013. On est en notre français, et c'est 5 ans. Depuis au Sénat, quand l'Assemblée nationale vote le budget de l'État et contrôle l'action gouvernementale, et puis le troisième volet du Sénat, c'est qu'on a des représentants des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions. Donc, je voulais savoir comment fonctionnait le Sénat et l'Assemblée chez vous, parce que nous, il y a une navette parlementaire des projets de loi. Parce que chez nous, si les lois arrivent, ça passe d'abord par l'Assemblée, et puis ça vient au Sénat après. Je veux savoir chez vous, quelle est l'organisation, comment vous fonctionnez entre les chambres. Et puis, étant que représentant des collectivités territoriales décentralisées, bon, comme c'est un nouveau, c'est depuis 2019 que notre chef d'État a mis l'accent sur le développement local. Et il a créé le ministère de décentralisation et développement local. Et puis, il y a la loi de fiscalité, sur la fiscalité locale et tout ça. Et maintenant, comme il y a un problème de compétences, de transfert de compétences, donc on se demande si au niveau de votre commune, quel apport, comment vous pouvez nous aider dans notre transfert de compétences dans nos communes, en termes de formation, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous aider souvent à former nos cadres dans nos communes? Parce que, comme c'est un nouveau, au niveau de 2019, on a besoin de votre expérience, votre expertise dans beaucoup de matières. Par exemple, ce que l'honorable dit, déchets, parce que les déchets, les communes ont besoin de savoir comment rechercher le financement et tout ça. C'est des compétences qu'on a vraiment besoin. Et votre élection, ça se passe comment pour le sénateur? Je me demande, parce que nous, c'est le conseil municipal qui élit les sénateurs, et puis les 30%, c'est chez vous. Comment ça se passe l'élection? Et chaque région, nous on a 10 régions, et chaque région produit 10 sénateurs. Chez vous, c'est comment? Chaque région produit combien de sénateurs? Je pense que... Savoir si, à quel niveau se prennent les lois, à quel niveau on adopte les lois. Est-ce que les lois sont fédérales d'une manière quasi automatique, ou alors c'est chaque État qui vote ces lois? Voilà, donc une loi sur l'enseignement, ça sera votée à la communauté française de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une loi sur la mobilité, je dirais les transports en commun, bus, ça sera voté sur le métro à Bruxelles pour les Bruxellois et à Namur pour les Wallons. Mais une loi sur la défense, ça sera voté au fédéral. Donc chaque entité a ses compétences, a son gouvernement, son parlement, et donc vote ses lois. Alors à Bruxelles, on appelle ça des ordonnances, à Namur, on appelle ça des décrets, et ici, on appelle ça une loi. Mais il y a équivalence de ces règles, elles sont toutes le même niveau, mais elles s'appliquent à des compétences différentes. C'est tout. Chacun vote ses textes. Et nous avons une cour constitutionnelle unifiée. Mais est-ce que l'État fédéral peut retoquer une loi votée dans nos régions et qui serait de nature à ne pas... qui n'avait la Cour constitutionnelle? Voilà. Ça va à la Cour éventuellement, mais en tout cas, une autre entité ne peut pas corriger la loi. On peut dire, tiens, mais on peut déclarer ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Alors c'est tranché. Voilà, la justice en discipline de la Cour. Merci. Votre exposé, c'est clair.
Mais c'est un peu compliqué dans nos esprits. Parce que moi, je pense que les frontières qui se passent, c'est une frontière spatiale ou des personnes. Par exemple, vous prenez Bruxelles. Vous dites que c'est divisé entre les Wallons, les Flamands et les germanophones. Est-ce que c'est un placement spatial? C'est-à-dire tout Anderlecht, par exemple, vote pour la Wallonie. Pour la Flandre, je veux dire. Tout Anderlecht. Si moi je suis Wallon, j'habite en Flandre, je vote pour qui? Vous êtes considéré comme un citoyen flamand. Il y a pas mal de francophones qui vivent en Flandre. Oui. Il y a d'ailleurs certaines communes qui ont des facilités, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander des documents en français, pour de Bruxelles en particulier. Par exemple, il y a beaucoup de Wallons qui décident de prendre leur retraite à la mer du Nord, c'est en Flandre. Ils sont considérés comme des citoyens flamands, même s'ils parlent français dans leur maison. Donc voilà, ça c'est comme ça. Et c'est géographique. Voilà. Et à Bruxelles, les francophones et les néerlandophones sont tous considérés comme des citoyens bruxellois, mais bon, voilà, ils peuvent donc voter pour des partis francophones ou néerlandophones en fonction effectivement de leur volonté. Certains francophones peuvent mettre par exemple leurs enfants dans une école néerlandophone ou l'inverse. Voilà, il y a donc il y a, comment pourrais-je dire, des droits équivalents qui sont donnés à tout un chacun, mais il n'y a pas de séparation spatiale, donc il n'y a pas une commune qui voterait pour la Flandre. Non, non, tout le monde vote dans un cadre de bilinguisme, même si forcément, s'il va dans une école, il choisira une école francophone ou néerlandophone. S'il veut évidemment aller dans un théâtre, il ira évidemment dans un théâtre francophone ou néerlandophone. Ça, ce sont des droits culturels différenciés, mais sinon, pour l'essentiel de sa vie, évidemment, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est le fait de pouvoir disposer donc, des documents et de pouvoir faire les démarches administratives dans sa langue. Ça, c'est effectivement des éléments qui peuvent différencier les citoyens, mais il n'y a pas donc de ségrégation spatiale des uns et des autres, en tout cas sur Bruxelles, en dehors des territoires. Si par exemple un flamand veut aller vivre à Namur, il est évidemment considéré comme un citoyen wallon, et donc c'est comme ça. Donc, il ne peut pas voter pour une liste flamande. Il ne peut pas aller voter pour une liste flamande ou voter pour Anvers, etc. Il doit voter dans le cadre du territoire où il habite. Ok, dans tout ça, nous sommes quand même en Belgique qui est un royaume. Quel est le rôle du palais royal dans la prise de décision politique du pays? Voilà, le roi, c'est-à-dire que le roi a un rôle plutôt protocolaire, beaucoup symbolique. Il est déclaré irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui attribuer la responsabilité d'un texte de loi qui serait voté par une assemblée politique. Mais où il a un rôle, c'est un rôle de ciment par rapport aux langues, par rapport aux régions, par rapport à l'ensemble du pays. Et il a un rôle très important au moment de la constitution, je dirais, du gouvernement. Après les élections, le roi prend des initiatives pour faire en sorte que les vainqueurs des élections se parlent et essayent de s'associer pour mettre en place un gouvernement. Et donc il peut désigner des informateurs, puis il désigne un formateur, qui devient souvent le Premier ministre. Et donc il a quand même ce rôle, tout en n'étant pas hyper officiel, il a un rôle important de ciment de la nation, et donc il a quand même un rôle politique relativement important. Puis à l'international, évidemment, il y a une image de représentation de la Belgique, et donc quand quelqu'un de la famille royale ou le roi en personne, je dirais, se déplace, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement significatif. Mais il n'a pas la force politique d'un président. Il ne faut pas le comparer du tout à un président de la République qui décide, qui est un homme et une femme politique, qui propose des textes, des lois, etc. Cela dit, le roi, il contresigne, je dirais, les textes, les lois, mais on ne peut pas lui reprocher le fait de l'avoir signé, parce que, je veux dire, ça fait partie de ses obligations protocolaires. Je suis clair assez... Oui.
la monarchie au départ avait un peu plus de pouvoir, évidemment. C'est clair que c'est plus récemment le côté protocolaire s'est affirmé. Le poids de l'influence politique s'est sans doute un petit peu limité. Nous avons, par rapport aux autres monarchies comme la monarchie hollandaise, etc., ou britannique, traditionnellement, nos souverains ont quand même un peu plus de latitude politique et d'influence que dans un certain nombre d'autres monarchies européennes. Mais c'est vrai que durant les dernières décennies, la tendance a été plutôt de renforcer le côté protocolaire et peut-être d'un petit peu limiter donc, ce pouvoir d'influence qui au départ évidemment était peut-être plus marquant sur le cours politique de la nation. Tout à l'heure, en début quand vous avez, à l'entame de vos propos, vous avez dit que le Sénat, il y a des voix qui s'élèvent pour la suspension du... Oui. Pourquoi? Oui, mais il y a certaines personnes qui remettent en cause, en question, en indiquant que comme on n'a plus la navette parlementaire et qu'il n'est plus indispensable pour faire les lois de base, finalement, comme il y a déjà beaucoup d'institutions en Belgique, beaucoup de parlements, peut-être que voilà, on pourrait vivre sans. D'autres indiquent qu'on pourrait peut-être transformer le Sénat dans une assemblée de citoyens. Que plutôt le Sénat se modifierait et soit constitué soit uniquement de citoyens qui réfléchiraient à des textes, ou une assemblée mixte où on pourrait peut-être avoir des élus et des citoyens tirés au sort pour discuter. Donc pour le moment, il y a plein de choses qui sont sur la table. Il y a aussi, disent certains, un souci d'économie, mais c'est symbolique, hein, parce que ce n'est pas ça qui changera, je dirais, le budget de l'État. Mais voilà, pour le moment, je ne sais pas si on avance beaucoup sur le sujet. À chaque élection, il y a des grosses déclarations. Il faut une majorité politicienne pour changer la Constitution. Et ça, à ce stade, on n'a pas vraiment. Maintenant, il y a une volonté plus du côté flamand que francophone de supprimer le Sénat, il faut le reconnaître. Du côté flamand, on considère le Sénat comme un héritage de la Belgique de papa, enfin, celle que vous voyez sur les cadres, c'est-à-dire une Belgique très largement empreinte par la monarchie, par l'influence francophone, et donc c'est vécu par un certain nombre de formations politiques flamandes comme un peu un héritage de la Belgique unitaire, et donc il y a une sorte peut-être d'enjeu symbolique ou politique derrière ça, et donc c'est vrai que le débat de quel pays voulons-nous garder, qu'est-ce que nous voulons garder, que voulons-nous faire encore ensemble à l'avenir. C'est un peu la question fondamentale. Vous avez parlé, est-ce que c'est une nation, etc. Oui, c'est un pays effectivement qui garde évidemment des liens forts entre les différentes parties du pays, et c'est évidemment aussi un pays qui a évolué institutionnellement de façon forte. Alors certains voudraient aboutir le fédéralisme, c'est-à-dire et puis d'autres voudraient basculer vers le confédéralisme, c'est-à-dire là où, en fin de compte, les régions prennent l'essentiel du pouvoir et mettent en commun certaines choses, de faire entendre au niveau international. Or, c'est une très forte demande, et si le Sénat disparaît, de facto, comme la plupart des institutions internationales ne reconnaissent pas les entités fédérées, il y a alors une perte. Alors comment peut-on la compenser? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout solutionné. Qui plus est, et c'est peut-être un élément qui peut participer à votre réflexion, en Belgique, nous avons un métier qui est très spécifique et qui, au sein des juristes, a donné beaucoup
de carrière, c'est les constitutionnalistes. Si vous voulez trouver quelqu'un qui est spécialiste pour élaborer une constitution, vous pouvez vous adresser à la Belgique, c'est avec le chocolat une de nos spécialités. Et donc, voilà, les constitutionnalistes, eux aussi, effectivement, ont des réticences quant à la disparition pure et simple du Sénat, parce que, voilà, il est inévitablement ce rôle d'interaction entre entités fédérées que joue le Sénat, qui le jouerait ultérieurement. C'est une question qui n'est pas non plus solutionnée. La plupart des États fédérés, quasiment tous, ont d'ailleurs des Sénats pour cette raison. Et donc voilà, le fait de vouloir la disparition d'une institution n'est pas aussi simple parce qu'il y a des choses à réorganiser, mais il y a aussi évidemment donc de larges majorités à pouvoir élaborer. Donc on ne peut pas évidemment sur un coup de menton supprimer une institution comme ça. Merci. Vous voulez aussi vous pardon. Un grand merci. Vous pouvez aussi emporter, si vous le souhaitez, le petit livre.
C'est bon, Enlever ça, c'est... J'ai pas encore lancé. Hein. Lance, lance, lance. Voilà. Monsieur le député Galitan, vous venez de rencontrer les députés camerounais et les sénateurs qui sont venus tendre la main à la Belgique. C'est la deuxième fois qu'ils arrivent ici en Belgique pour essayer d'avoir une coopération bilatérale avec la Belgique. Est-ce que vous pensez que la Belgique, c'est un win-win que la Belgique pourrait avoir avec le Cameroun? Oui, je pense que les relations entre nations sont plus importantes que jamais. Nous vivons dans un monde compliqué, donc il faut pouvoir dialoguer avec beaucoup plus de partenaires que par le passé. Donc la Belgique, évidemment, est un pays économiquement dynamique au cœur de l'Europe, à la fois un pays avec évidemment un passé industriel et beaucoup de compétences, mais aussi elle abrite les institutions européennes, donc on est vraiment au cœur de la dynamique européenne. Et évidemment, cette interaction nord-sud entre l'Europe et l'Afrique, évidemment, est un enjeu très important pour notre futur commun. On le voit, les relations entre États et entre groupes d'États évoluent fortement parce que le monde est devenu évidemment très, très mobile, très surprenant parfois. Et donc je crois qu'il est important que celles et ceux qui veulent construire un avenir de paix et de prospérité puissent évidemment dialoguer. Donc la Belgique est un pays qui a toujours évidemment été attentif et ouvert vers l'Afrique. Le Cameroun joue un rôle important dans sa sous-région. Donc c'est de notre point de vue utile qu'il y ait évidemment un dialogue dans le respect et un développement évidemment d'une coopération avec un pays comme le Cameroun. J'espère que dans les mois et les années qui viennent, nous pourrons évidemment à la fois échanger et aussi peut-être construire une relation plus forte avec le Cameroun, entre le Cameroun et la Belgique, et au travers de la Belgique aussi évidemment avec le monde européen. Je vous remercie, monsieur le député. Merci. Monsieur le député, le Cameroun a signé un accord avec
les deux chambres il y a 3 ans. Est-ce qu'il est temps que la Belgique puisse commencer à entreprendre une coopération bilatérale avec le Cameroun, comme elle le fait notamment avec le Sénégal, le Congo et certains pays africains? La Belgique a eu le plaisir de signer un accord de collaboration voici 3 ans avec le Cameroun, tant la Chambre que le Sénat. Et donc maintenant, il faut passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il faut concrétiser ces relations. Moi, je suis vraiment d'avis à ce qu'il y ait des rencontres régulières entre les sénateurs et les députés des deux pays pour échanger sur les bonnes pratiques, pour amener évidemment des informations et peut-être diriger aussi les députés camerounais, les sénateurs camerounais vers toute une série de référents en Belgique. Et donc, chaque fois, évidemment, qu'il y aura des invités camerounais en Belgique, nous les recevrons avec grand plaisir au Parlement. Et nous espérons avoir ces contacts bilatéraux et les développer dans toute une série d'activités comme les déchets, comme la collaboration avec les entités locales, comme en énergie. Et donc, voilà, je pense que le Cameroun et la Belgique sont des amis et on doit, entre amis, s'entraider et apporter des solutions les uns aux autres et s'enrichir les uns des autres. Vous serez en juin 2025 au Cameroun. Est-ce que vous apporterez dans votre valise une part de la Belgique et un petit accord déjà? Je viendrai volontiers début juin 2025 dans le cadre du GECOM et de la rencontre bilatérale avec notamment le président de la relation, je dirais, fraternelle entre le Cameroun et la Belgique. Et donc dans ce cadre-là, il y aura des contacts qui seront pris, qui vont déboucher évidemment sur d'autres rencontres au Cameroun, mais aussi évidemment en Belgique. Merci. Merci aussi. Gracias.